Pour être paysan, il faut de la volonté, mais surtout, il faut y croire, chante Yandé Kodoussen. Mais ici en Casamance, au Sénégal, loin de tout, Aliou n'y croit pas. L'agriculture permet seulement aux familles de se nourrir. Ici au village, on n'a rien. Pas même l'électricité. On n'a que des torches. Si tu as la chance de partir dans un endroit meilleur, profites-en. Si Dieu le veut, je reviendrai avec quelque chose. Et je le partagerai avec vous tous. Quand tu es loin de chez toi, comporte-toi bien. Surtout ne cherche pas d'ennui. La seule solution pour gagner de l'argent, c'est de partir 6 mois dans le nord du pays, dans la vallée du fleuve. Aliou a trouvé du travail dans la tomate. Nous sommes au mois de mars, en pleine récolte. Mademba est l'employeur d'Aliou. Originaire du village de Gaé, il est connu dans la région comme étant l'un des meilleurs producteurs. Pour la récolte, j'emploie chaque jour, au moins j'emploie 10 personnes, chaque jour. Je sais que ça leur apporte quelque chose parce que c'est créé quand même de l'emploi. La tomate, il crée beaucoup d'emplois d'ailleurs. Parce qu'au niveau de mon village, il y a plus de 500 étrangers qui nous viennent de la Casamance ou du Tamba, qui viennent uniquement pour la tomate. Uniquement pour la tomate. Je suis fier d'être producteur de tomates, très fier même. Je ne fais que de la tomate. Nous cultivons du riz, mais on ne parvient pas à le vendre. Et là, actuellement, on produit. Si on produit de la tomate, c'est parce qu'il y a l'industriel. Sans l'industriel, on ne peut pas faire la tomate. On ne peut pas. Il y a 12 000 producteurs. Et ces 12 000 producteurs, je me sens privilégié. L'industriel, c'est la SOCAS, une entreprise privée franco-sénégalaise installée dans la petite ville de Dagana. 300 000 personnes vivent de la tomate. À l'origine de ce projet, un Français, Donald Baron, président de la SOCAS. L'idée lui est venue lorsque son employeur, il y a 35 ans, lui demande de mettre en boîte du concentré importé d'Europe. Un projet qui paraît saugrenu à ce jeune ingénieur agronome, récemment arrivé dans un pays où il y a de l'eau, des terres, du soleil et des paysans. La culture de tomates n'étant pas développée à l'époque, ils font des essais pour trouver le meilleur site.
la région la plus propice pour développer une culture de tomates à grande échelle, puisque pour l'industrie, il faut quand même une certaine échelle, c'était la région du fleuve et donc la région de Saint-Louis. Et dès 1969, on a proposé aux producteurs de la vallée du fleuve des contrats d'achat ferme de leur production, avec des contrats qui garantissaient en même temps toute l'assistance technique nécessaire que nous leur mettions à disposition. Parce qu'on s'était dit qu'on ne pouvait pas lancer les paysans dans la culture de tomates sans acheter la production, c'était d'ailleurs la base du contrat, acheter la production à un prix garanti. Les paysans du fleuve ont adhéré et la première campagne de tomates en 69-70, je crois qu'on a dû traiter 200 tonnes de tomates à peu près dans toute la campagne. Aujourd'hui, la dernière campagne, nous avons traité 2000 tonnes par jour. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que ça marche? Alors, on est où là? Ce matin 27 272 tonnes. Ouais, là, on a encore à peu près 10 000 tonnes à rentrer ici. Donc, vous pensez, oui, on va passer nettement au-dessus de l'objectif. La production cette année s'annonce bien meilleure que les années précédentes, ce qui va ravir les actionnaires de la SOCAS, qui a été la première société en Afrique de l'Ouest à ouvrir son capital social à des privés sénégalais dès sa création. Je dis souvent, moi, qu'une entreprise, c'est 3 parties prenantes. C'est valable en dehors du Sénégal, d'ailleurs. Je pense, une entreprise, il y a l'État. Bon, celui-là, il est inévitable, je dirais. Il prend sa part. Elle est souvent très importante. Il y a les actionnaires. Ceux-là doivent avoir aussi la juste rémunération de leur capital investi et des risques qu'ils ont pris. Et puis, il y a les travailleurs. Et dans le cadre de la SOCAS, ça va au-delà. Il y a aussi les paysans qui doivent gagner correctement leur vie. Si chaque partie y trouve son compte, eh bien, on peut dire que le projet marche. Les producteurs, eux, sont organisés en groupements d'intérêt économique ou GIE, regroupés en unions selon les villages. Ablaye, président de l'Union de Dasté, rappelle à ses membres les termes du contrat qui lie les producteurs à l'industriel, un contrat négocié chaque année. Article 1. Le paysan s'engage à respecter la quantité de production et à vendre à la SOCAS. Article 2. Conduite de la culture. Le contractant s'engage à cultiver les variétés de tomates sélectionnées par le comité. Article 3. Commercialisation. La SOCAS s'engage à prendre toutes les productions de tous les camions stationnés devant son usine dans les 24 heures. S'il se trouve que la tomate est abîmée, la SOCAS peut appliquer un abattement et ne prendre la production abîmée qu'à 20 francs CFA le kilo. 20 francs le kilo. Bon, ma responsabilité, bon, de un, je me dis que je suis la personne morale de cette union-là. Bon, il me faudrait à tout moment essayer de régler les problèmes, quoi que ce soit. Par exemple, un GIE qui a un problème, l'union lui procure souvent les façons culturelles, lui fait les façons culturelles, lui fait crédit le coût hydraulique. Bon, ensuite, j'ai fait quand même mes petites tractations en quelque sorte pour pouvoir leur procurer de la semence, de l'engrais et tout ça. Pour commencer une campagne, les producteurs prennent un crédit, mais attention, la règle est la règle. Pas de contrat, pas d'argent. La banque prélèvera les sommes empruntées sur les recettes provenant de la vente des tomates à l'industriel, qui lui paie directement les producteurs sur leur compte bancaire. C'est la SOCAS qui dimensionne tout, même les crédits que nous donnons. On ne peut pas donner plus que ce que l'usine peut transformer. Parce qu'une fois que la production est évacuée à la SOCAS, et là, on est sûr, avec les contrats signés, que l'argent va tomber dans les comptes. Donc, tout ça, c'est pour en fait sécuriser en fait, les crédits, pour éviter que les gens en fait, ne puissent pas détourner l'argent liquide. Les producteurs, mais aussi l'industriel et la banque,
sont regroupés au sein du Comité national de concertation sur la filière tomate industrielle. À sa tête, Ibrahima Fedior, responsable de la bonne marche de la filière, du respect des termes du contrat et des négociations avec l'industriel. Pour les paysans, Fedior connaît tout du métier. Ingénieur agronome de formation, Fedior est leur guide, leur conseiller. Bon, tu comptes à partir de là-bas, ça c'est déjà mesuré. Là-bas, tu comptes à partir de là-bas, ça fait combien de sous-parcelles là? Badji, dépêche-toi un tout petit peu. Oh. Ça fait combien? 18. 100 kilos en pré-germination, ça suffit largement. Il ne faut pas les dépasser. Tu as compris? Pour chaque parcelle, tu mets la date de semis. C'est très important parce qu'après 15 ou 16 jours de semis, il y a un herbicide que l'on épand dans la parcelle remplie d'eau et on laisse dessécher. C'est bien compris. Oui, c'est toute la difficulté d'un projet comme celui-là, c'est-à-dire de respecter le mode de vie traditionnel des gens, tout en les amenant à mettre un peu plus d'engrais dans leur préparation de sol, à travailler mieux le sol, à irriguer correctement, et donc à adopter finalement les techniques modernes de l'agriculture qui ont bien évolué depuis, je dirais, une cinquantaine d'années. L'usine aussi a dû s'adapter. Un système a été mis en place pour ceux qui livrent en charrette afin de regrouper les productions et faciliter la pesée. Bon, il dégage par 500 kg. Si c'est le même propriétaire, donc il regroupe. Messieurs, bonjour. Vous allez voir. Ça va être une pesée. Actuellement, on tourne autour de 60 tonnes. 60 tonnes jour en charrette, ça commence à faire. C'est un boulot que normalement on ne devrait pas faire quand une usine comme celle-là passe 40 000 tonnes, disons, en quelques mois. Mais pour les producteurs, la possibilité de livrer en charrette, c'est très important. Parce que ce sont leurs propres moyens, il n'y a pas de dépenses énergétiques, ils ne sont pas obligés de dépenser de l'argent. On rationalise petit à petit, mais je crois qu'on sera obligé de maintenir cet effort encore pendant quelques années. Mademba vit avec sa femme, ses 3 enfants et les fils de son frère. Il héberge aussi Aliou et ses saisonniers casamançais le temps de la récolte. Ce matin, Mademba emprunte des cajots à la ferme de Fedior, car il en manque sérieusement. Donc là, il y a 27. Il reste 53. D'accord. À Borol, l'agitation règne. Et Ablaye, en tant que président d'Union, ne sait plus où donner de la tête. Les tomates sont mûres dans les champs, il faut évacuer rapidement. Il n'y a que quelques camions pour des centaines de paysans. Et puis, comment faire la répartition? Les productions sont plus importantes que prévu, c'est vrai. Mais surtout, tout le monde a planté en même temps. Il faut faire tout dans la journée pour aller le voir. Ablaye va voir Fedior pour tenter de débloquer la situation. On ne peut pas vivre dans ces conditions. La tomate est en train de pourrir dans les champs. J'ai fait la répartition, mais ils protestent tous. Ivan, Fedior. Voilà, je suis en ce moment à Bokhol. Présentement à Bokhol, il y a énormément de problèmes. Hier, tu m'as dit qu'il y avait 9 camions. Aujourd'hui, ils n'en ont reçu que 5. Tout le monde est en train de se bagarrer. Nyanga, ils ont presque fini. Il faut récupérer tous les camions de Nyanga, les virer vers Bokhol et Gaïa. Parce qu'il y a énormément de problèmes ici sur le terrain. L'industriel, au début, c'était difficile. On se battait de jour en jour. Et maintenant, on s'est compris. Chacun sait qu'il faut une concertation pour
pour le bon développement, pour le bon déroulement d'une campagne. Donc nous sommes tenus de nous communiquer au jour le jour pour nous faire comprendre. Et pour que les choses bougent, il faut qu'il y ait un dialogue. Je n'ai jamais aimé le syndicalisme. C'est-à-dire je n'ai jamais voulu la confrontation. Donc tout se fait par consensus. Tout se fait par concertation. Il n'y a jamais de vote. Quelles que soient nos divergences, il faut les taire par la persuasion et la concertation. C'est ça qui fait la force de la filière tomate. C'est qu'en fait, il n'y a pas deux partis opposés, hein, un qui produit et l'autre qui achète et qui transforme. Non, il y a deux partenaires qui ont des problèmes, comme toutes les parties du monde, mais qui les règlent en partenaires. Et quand ils se mettent autour d'une table, ils discutent et on essaie de trouver des solutions et de régler le problème pour l'année suivante. Le DK 0704P. En attendant l'arrivée des nouveaux camions, Ablaye et quelques producteurs s'arrangent à l'amiable pour répartir équitablement ceux qui sont déjà sur place. 554 caisses. 4 camions au lieu de 5. Dimanche. Tu es OK pour avoir le camion dimanche? D'accord. La différence qu'il y a entre Baron et les structures qui se mettent en place dans la vallée, et que nous apprécions fortement, c'est qu'il a des partenaires et non pas des ouvriers agricoles. Monsieur Baron n'a pas transformé le producteur sénégalais en ouvrier agricole, il en a fait un partenaire. Il faut récolter des tomates très mûres là, Ali. Ouais. Ces genres de tomates là, c'est pas bon, il ne faut pas les prendre. Il faut récolter de la tomate rouge, mûre et saine, comme c'est inscrit dans le contrat. C'est comme ça que ça doit se passer. Par exemple, les coups de soleil et tout ça, c'est pas bon pour la récolte. Là, je sais qu'avec les nouvelles variétés introduites, d'année en année, les rendements commencent à monter. Vraiment, on espère qu'à la fin de la campagne, la banque va payer beaucoup d'argent. Aliou, comme les autres saisonniers, est payé chaque jour. Merci. Ça fait 4 ans que je viens ici. Avec l'argent que je gagne, je voudrais ouvrir une boulangerie. Moi, la moitié de ce que je gagne, je le donne à mon père. Et avec, il achète des bœufs et du mil. Parce que mon père fait de l'élevage. Le reste de l'argent, je le garde pour moi, pour vivre. En tout cas, très franchement, moi au début, je ne voulais pas être paysan. Pas du tout. Mon objectif, c'était de devenir un ministre. Mais il s'est trouvé qu'en 1995, durant l'année invalide, j'ai quitté l'université. J'ai décidé d'arrêter mes études et de revenir au village. Ma première ambition aussi en revenant au village, c'était d'essayer de rassembler un peu d'argent et de partir en Europe. J'avais cette décision-là en tête de toujours partir. Mais finalement, en 2000, on m'a élu comme président d'union des producteurs de l'Union du Dasté. Et d'année en année aussi, je me rendais compte que non seulement mon rendement en riz, comme en tomates et comme en oignons augmentait, je vivais encore plus à l'aise. J'accédais à un niveau de vie meilleur. Alors je me suis dit, alors pourquoi ne pas rester
Parce que d'autant plus qu'on nous dise qu'en Italie, il y a le chômage, il y a tout ça, et ici, je me sens à l'aise. D'abord, ce qui me préoccupe le plus, moi, c'est ma liberté. Finalement, sa liberté, Ablaye l'étudiant l'a conquise, dans son propre village. Un village qui ne cesse de se développer. Avant, ici, c'était un village où les gens voyageaient beaucoup à l'étranger. Et puis, il n'y avait que des cases en paille et en terre cuite. Depuis que la filière tomate est arrivée, tout a changé. Grâce à l'argent de la tomate, on achète de la nourriture et on construit. Vous avez remarqué, partout on construit en ciment. Dans le village de Gaé, la maison de Mademba reflète sa réussite. Petit à petit, avec les recettes de la tomate, on commence à changer de vie, à acheter un frigo, à acheter une télévision pour la maison. Okay, je vais vous faire découvrir les fruits de la tomate de 2005. Grâce au bon rendement, mais aussi grâce à mon travail, parce que seul le travail paye. Voici la coupe que la SOCAS m'a offerte en 1999-2000 en tant que meilleur producteur de la vallée, avec une moyenne de 40,6 tonnes à l'hectare. Et en 2000-2001, j'ai une moyenne de 73 tonnes à l'hectare. La SOCAS m'a offert un billet pour le pèlerinage à la Mecque. On fait des résultats excellents dans la tomate. Quand j'étais petit, il n'y avait qu'une seule salle de classe. On était 35 élèves. Maintenant, on en a construit en dur. On a 9 salles de classe qui tournent 2 fois par jour, avec des élèves le matin et des élèves l'après-midi. Bonjour, docteur. Ça va bien? Ça va bien? Non, ça va, alhamdulillah. Ça va bien, merci. Ça va bien? Ça va. Je disais qu'on avait énormément de difficultés pour évacuer la tomate. Les camions manquent, les cajots aussi manquent. En tout cas, c'est un problème qui nous préoccupe beaucoup au niveau de l'Union du DASD. Parce qu'on se dit qu'à un moment donné, quand même, il faut savoir prendre ses responsabilités. Et nous nous disons que vraiment l'année prochaine, notre objectif c'est d'avoir au moins 1 ou 2 camions à notre disposition. Seulement il faudrait que la banque finance. Le plus important pour nous, c'est que les gens remboursent d'abord, donc avant de passer à autre chose. Il faut que la capacité d'endettement du paysan puisse être respectée. Il ne sert à rien de surcharger les gens pour que aussi demain, 1 an, 2 ans après, en fait, les bons producteurs risquent d'être les plus mauvais. Ça, c'est pas intéressant. Si quelqu'un ne dispose pas du crédit au niveau de son village, il peut être mal vu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens même se font un point d'honneur, en fait, à rembourser. Parce que si tu rembourses, au moins, tu es sûr que tu vas accéder au crédit à nouveau. Parce que, bon, ce que je dis souvent aux producteurs, c'est que le banquier n'a pas d'amis. Le seul ami du banquier, c'est celui qui paye ses dettes. On nous cite un exemple pour l'ensemble du Sénégal. Nous sommes les meilleurs. Nous remboursons à 100%. Nous sommes de très bons clients. Nous sommes en très bons termes avec notre banque, qui d'ailleurs n'a pas hésité tout récemment à financer 40 tracteurs pour un montant de 960 millions. Cette reconnaissance et cette fierté furent même exprimées publiquement en mars 2003 lors de la cérémonie de réouverture de l'usine de la SOCAS par le président de la République Abdoulaye Wade en personne, un des initiateurs du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique.
il me plaît de constater le dynamisme de cette filière. C'est bien une forme d'adhésion à l'idéal du NEPAD et une adaptation au contexte de mondialisation que de développer des technologies qui rivalisent avec celles du Nord pour offrir des produits de haute qualité qui se protègent d'eux-mêmes comme Dieg Boudiar. S'il y a une usine de tomates, évidemment, c'est parce qu'il y a des producteurs. Je voulais les féliciter très sincèrement. Et c'est aussi parce qu'il y a une association de producteurs et d'usiniers dont les activités sont complémentaires. Tous, vous faites honneur au Sénégal. Ablaye encourage les nouveaux producteurs à persévérer dans le métier, car les débuts sont difficiles. C'est mon première année. Ma première année, c'était en 2000. Ça n'a pas marché. En 2001 non plus, ni en 2002, ni en 2003. Et surtout en 2004. Et je me suis dit, c'est fini, je rentre à Dakar. Moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais du mal. Mais au bout d'une, voire de deux campagnes, j'ai vu les avantages. L'agriculture n'a pas de secret. Il faut faire en sorte que ce que vous avez à faire soit fait avec foi et courage. Le courage, c'est d'aller travailler quand il le faut et de s'arrêter quand il le faut. Pour être paysan, il faut que tu veuilles d'abord toi-même, au fond de toi, pour être paysan. Dans ce cas-là, tu peux avoir quelque chose, quoi. J'essaie d'encourager mes frères pour qu'ils viennent ici, cultiver comme moi. Mais ils ne m'ont pas cru, quoi. Je leur dis, bon, on vient ici, on travaille, il y a de l'argent ici. Avec la tomate, on gagne beaucoup. Avec du riz aussi, on ne perd pas. Si tu as payé ton crédit, tu peux gagner au moins 600 ou 700 000 francs. Mais si tu restes à Dakar, tu ne peux pas économiser ça. Mais ils ne m'ont pas cru. Ça m'ennuie d'une part, parce que je fais tout. Bon, j'amène du riz, de l'argent. Eux, ils restent sur place. S'ils ne travaillent pas, mais c'est ton père qui charge de tout. C'est ça qui m'a plus motivé pour que je vienne ici pour travailler. Quand tu pousses, tu bouges, et quand tu tires, t'enlèves la main. Tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, et normalement, l'eau arrive. Tiens, essaye. Omar, c'est un parent à moi. Il m'a posé son problème comme quoi qu'il est tailleur, mais que ça ne marchait pas très bien. Et que vraiment, il voulait avoir un revenu. Et son objectif, c'est d'être paysan. Bon, je lui ai expliqué que c'était quelque chose de très difficile. Chaque année, moi, j'ai des types que j'aide sur ce plan-là. Bon, je n'y gagne rien. Sinon, que je me suis dit que si jamais je vois, par exemple, un jeune qui ambitionne, qui veut travailler, vraiment, si j'ai la possibilité de l'aider, il faut que je l'aide. En l'espace de 45 ans, 77 000 hectares ont été aménagés dans la vallée du fleuve. La France, l'Union européenne et la Banque mondiale ont investi des centaines de millions d'euros afin de faciliter l'irrigation. Un peu moins de la moitié des superficies aménagées sont exploitées aujourd'hui. Depuis le désengagement de l'État des activités de production au début des années 80, la gestion des aménagements est confiée aux producteurs.
afin de mieux remplir leurs fonctions de président, de secrétaire ou encore de trésorier au sein des GIE et des unions. Certains suivent des formations. Maintenant, vous qui attendiez cette assemblée générale, qu'avez-vous remarqué sur les comptes de résultats, tels que l'a présenté le secrétaire comptable? Pour l'engrais, on attend. On nous a financé tant aussi. Pour les semences, tant. Pour l'eau, tant. Et pour ce qui relève des fournisseurs, il faut qu'on clarifie et qu'on sache ce qu'il en est advenu. Voici 100 000 francs. Compte bien pour vérifier. 300 000, 320 000, 63 000, 366 000 francs. Vous voyez, ça, c'est pour les engrais. Nous utilisons des techniques de formation simples qui nous permettent de faire passer le message sans trop de complications. Parce que souvent aussi, en majorité, on évolue en milieu analphabète. Vous n'avez pas compris d'où vient le bénéfice. Qu'on redonne la parole au secrétaire comptable pour qu'il nous dise comment il a fait pour dégager ces 300 000 francs CFA de bénéfice. 300 000 francs, c'est mon bénéfice. L'argent est resté dans la caisse. C'est ça le bénéfice. C'est donc ça notre bénéfice. Et ensuite? Et tout ce qu'on a eu à faire comme frais? L'Agence française de développement appuie ce programme. Et je pense que c'est une initiative très intéressante. Aujourd'hui, il leur faut avoir des compétences, des capacités pour assumer ces responsabilités nouvelles. Et de ces responsabilités nouvelles, on peut citer la gestion de l'eau aujourd'hui. On peut citer aujourd'hui la gestion de l'approvisionnement, la gestion du crédit, donc la distribution et le recouvrement. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup d'enjeux dans la vallée. C'est des enjeux de sécurité alimentaire pour le Sénégal. C'est des enjeux de privatisation de l'agriculture au Sénégal. C'est des enjeux aussi pour eux de prise en charge de leur propre destinée. Ma maman, quand elle prépare, c'est ça qu'elle prend comme tomate. C'est pourquoi moi, je la prépare. Il m'arrive d'essayer d'autres produits parce que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup aussi. Et parfois, quand je reviens ici, je prends des bouillards. Parce qu'on ne sent pas que c'est conditionné. On retrouve le goût de la tomate fraîche. À l'effigie d'une diègue, c'est-à-dire de la femme idéale, Diègue Boudiar, ou la belle consarache, est devenue un véritable produit roi, la référence en matière de concentré, la base de nombreux plats sénégalais. Prêt à être coquet. La belle consarache n'est plus seule. Une princesse, linguère, sénégalaise mais d'origine chinoise, vient d'arriver en ville. Princesse ou grande dame? Laquelle choisirez-vous, mesdames? Messieurs? La première est fabriquée à partir de concentré de tomates importés, la seconde est faite de tomates fraîches récoltées au Sénégal.
La princesse sait séduire. En Chine, les tomates sont achetées aux paysans à 22 francs CFA le kilo. C'est-à-dire même pas la moitié de notre prix. Et pour bien garder sa place, Dieg Boudiar n'hésite pas à faire valoir ses atouts. 100% naturel. 100% naturel. 100% tomate. 100% tomate. 100% Sénégal. 100% Sénégal. Dieg Boudiar, suñu cosaan. Le consommateur, lui, est-ce que la tomate est faite au Sénégal? C'est un réflexe secondaire pour lui. Le principal réflexe, c'est est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est pas rouge? La guerre s'est rapidement adaptée au goût des consommateurs et a su produire un concentré qui plaît. Pour le moment, nous avons encore, je pense, à peu près 80% du marché. Si notre part de marché diminue, on ne pourrait pas acheter la production aux paysans et ça peut créer un problème d'envergure nationale grave. C'est de la tomate importée là, de Chine. Un paysan qui a cultivé sa tomate en Chine, on l'importe et on te la vend pour que tu la manges. Tandis que le paysan qui cultive sur le fleuve, lui, n'arrive pas à la vendre. Ça n'a pas de sens. Socas, Agroline, toutes les tomates sont pareilles. L'essentiel, c'est d'informer les consommateurs sur l'origine des tomates et que les gens puissent acheter une autre marque que la Socas. Aller en Chine, importer du triple concentré et le mettre en boîte, c'est tuer les paysans de la vallée. S'ils continuent, ils nous tueront. La Socas aussi importe du triple lorsqu'il n'y a pas de tomates fraîches. Non, au début, la Socas a commencé par produire, et c'est après, quand l'usine s'est développée, qu'elle a importé du triple. La filière, c'est pas le gouvernement. Quel est le pouvoir de la filière? C'est à nous de le signaler. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est au gouvernement de faire quelque chose, parce que c'est lui qui a donné l'autorisation. On ne peut pas subventionner l'agriculture et importer ensuite. Ils n'ont qu'à implanter une usine dans le Fouta, pour qu'il y ait de la concurrence. C'est pas vrai. Ça sert à rien de parler. Ce qui est mieux, c'est de faire en sorte de couvrir les besoins du pays, de cultiver assez de tomates pour la transformer, pour faire en sorte que personne n'aura plus la possibilité d'importer de la tomate de l'extérieur. On va le faire. Vous n'y arriverez pas, vous êtes tous des fainéants. Le président de la République a dit qu'il ne voulait jamais le Sénégal transformé en souk. Donc nous lui faisons confiance au gouvernement et nous pensons que le problème de tout le temps, de toute façon, va être réglé d'un jour au l'autre. Vous savez, nous sommes depuis 1995 dans un régime de liberté. Liberté des activités, donc liberté des importations, liberté des prix. Le seul garde-fou que nous avons posé, c'est la conformité à la norme sénégalaise qui interdit l'utilisation de colorants, qui interdit l'utilisation de sel. Agroline remplit les conditions. Seul le procédé diffère. Une formule très rentable. Peu d'investissement, quelques employés, mais une grosse marge de bénéfice. La porte nous est restée fermée. Agroline n'est pas la seule à fonctionner de la sorte. Par exemple, chaque année, près de 2000 conteneurs d'oignons passent la douane, alors que le Sénégal en produit assez pour couvrir les besoins du pays. Le gouvernement a pris des mesures de régulation en interdisant les importations pendant une période de l'année, une mesure qui a été déjouée à des fins spéculatives par certains commerçants, obligeant l'État à réouvrir les portes pour ne pas pénaliser les consommateurs. 600 000 tonnes de riz, soit l'équivalent de la consommation nationale, viennent concurrencer le riz sénégalais. Au Sénégal, les importateurs de riz sont moins de 10 personnes. Vous imaginez si les 600 000 tonnes étaient produites au Sénégal, combien de milliers, combien de millions de personnes allaient bénéficier de ces retombées? Nous ne disposons pas la capacité quand même de contraindre le commerçant à ne pas importer. Ça, on ne peut pas le faire. Mais quand il y a une décision venant du gouvernement, en ce moment, pour protéger l'industrie locale, pour favoriser la production en quantité de nos produits naturels et l'exporter, et là, nous sommes preneurs et nous sommes prêts à le soutenir. L'enjeu aussi, c'est de faire tout pour résorber le déficit de notre balance commerciale. Donc, il n'y a pas d'état d'âme sur cette question. Si le Sénégal, tel qu'il le projette, parvient à produire suffisamment de riz jusqu'à ne plus importer, je crois que ce serait le signe d'un développement pour notre pays.
De toute façon, ça mène nulle part. Parce que si on ne permet pas aux agriculteurs africains de produire les produits de base dont ils ont besoin, ils vont mourir de faim. Ils sont déjà très nombreux, le taux de croissance démographique est élevé, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés de partir et d'augmenter les masses énormes de demandeurs de visa et d'emploi en Europe. Donc pour l'Europe, ce n'est pas une bonne solution. La tomate est un véritable cadeau de la terre que le Sénégal pourrait exploiter. C'est dans cette perspective que la ferme expérimentale de la SOCAS teste de nouvelles variétés. Chaque année, on fait de la production en tomates hivernales. Donc on est en train de répliquer le premier cycle qui est de 3 hectares avec une variété locale qui s'appelle Fena et des variétés hybrides qui nous viennent de soit en Hollande, en Italie. Parce que la variété que nous avons, c'est une variété hybride, mais le calibre est petit. Donc maintenant, on cherche à trouver une variété qui sera capable de résister à la chaleur, les pluies, les attaques et tout ça pour produire des tomates de table au moment de l'hivernage. Donc c'est pour montrer aux gens qu'ici au niveau du Sénégal, on peut produire de la tomate toute l'année. C'est strictement impossible en Europe et dans le bassin méditerranéen, c'est impossible en Californie, c'est impossible en Chine. Dans tous ces pays-là, la production de tomates dure au maximum 70 jours. Et donc on est beaucoup mieux placé. Il va être content, il nous demande 100 tonnes de tomates séchées. Ça fait plaisir d'exporter des tomates en Italie qui est le pays de la tomate. Bon, c'est le retour à l'envoyeur. Ah, vous comprenez l'italien là? Oui, je comprends. Bien sûr, je lis l'italien. En plus du concentré, Donald Baron fait des tomates séchées. Un autre créneau à développer qu'il montre en exemple à Ablaye et à Mademba. Ça, c'est relativement frais, vous voyez, ça vient d'être mis là. Nous séchons ici 2 millions de kilos, c'est-à-dire à peu près 14 millions de tomates, à traiter une par une, couper une par une en deux. Et les femmes doivent couper les tomates de façon que les alvéoles soient coupées par le milieu. Parce que si on coupe sur les parois, ça ne sèche pas. Mais on sale à 2 reprises de façon à éviter la contamination bactérienne. Ça veut dire 3000 tonnes de tomates pour arriver à faire 150 tonnes de tomates séchées. C'est un sacré boulot. Hein. À Dagana, avec la chaleur et le soleil qu'il y a, ça peut être intéressant de sécher des tomates. Pour prolonger moins la production. Mais de toute façon, on pense qu'à l'avenir, on en arrivera là. Parce que notre objectif quand même, c'est de devenir de vrais professionnels. Bien sûr. Mais de toute façon, hein, ça c'est quand même fait au Sénégal par des Sénégalais. Hein, déjà. Bon. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Hein. On peut goûter. Hein. Vous pouvez goûter, c'est un peu salé, évidemment. Vous allez voir, c'est agréable. Et vous voyez, elle reste rouge. C'est très bon. Demain, ils vont faire une il faudrait qu'on en arrive ça là. Demain soir, à mon avis, celles-là vont être ramassées. Ça, c'est bon. Avec la tomate séchée, vous avez un client. Bon, combien de conteneurs tu me prends? Peut-être 2 ou 3. Hein. Par année. Nous avons des terres qui sont extrêmement bonnes. Nous devons produire de la tomate pour exporter dans d'autres pays. Nous ne devrions pas nous contenter de 100 000 tonnes. Pourquoi ne pas aller à 1 million de tonnes de tomates? C'est ça nos ambitions. Donc satisfaire la demande locale, satisfaire la demande sous-régionale, je veux dire de l'Afrique de l'Ouest, mais satisfaire aussi une demande internationale. Ces ambitions sont-elles réalistes? Car comme la SOCAS aujourd'hui, le Sénégal se heurtera aux importations de Chine, au dumping et aux produits occidentaux subventionnés, vendus moins cher sur le marché ouest-africain. Pour bien fixer les idées, les Européens achètent la tomate rendue usine à 35 francs CFA le kilo. Nous sommes à 47, Borchamp au Sénégal est donc à 52 francs le kilo rendu usine en moyenne. Mais le producteur, le paysan donc européen, touche 22 francs de subvention de Bruxelles. Ce qui fait qu'en fait, il a 57 francs au lieu de 47 pour nos paysans ici. Mais si on retire la subvention, en fait, on est beaucoup mieux placé au Sénégal. Si on peut rêver, si l'OMC, pour laquelle je demeure très réservé, si l'OMC fonctionne vraiment un jour, c'est-à-dire sans que les dés ne soient pipés, c'est-à-dire avec l'élimination totale de toutes les formes de subvention, à ce moment-là, le Sénégal a sa chance. Il faudra que les uns et les autres, en particulier les grands pays,
les grands ensembles, l'Europe, les États-Unis fassent beaucoup d'efforts parce que le commerce, madame, est devenu une pratique absolument inégalitaire dans le monde. Les plus forts se protègent et interdisent aux plus faibles de se protéger. Les pays africains devront aussi continuer à parler d'une seule voix s'ils veulent peser dans les négociations de l'OMC. Des acquis ont déjà été obtenus fin 2005 à Hong Kong avec l'engagement de la suppression de toutes les subventions agricoles d'ici 2013 et la possibilité pour les pays moyennement avancés de protéger certains produits sensibles pour leur économie. La tomate sénégalaise sera-t-elle sur la liste de ces produits? À Dagana, la récolte est finie. Comme chaque année, le comité se réunit pour faire le bilan de la campagne et préparer celle à venir. Pour moi, un partenariat parfait, c'est précisément que vous êtes arrivés à produire 100 000 tonnes de tomates. Et ça, c'est pas du baratin. Vous l'avez fait et vous êtes prêts, j'espère, à faire plus. Nous pensons donc que vous êtes un précurseur dans le domaine. Ce que nous demandons, un respect scrupuleux. Je vous demande un respect scrupuleux du calendrier cultural. Pour y arriver, il faut que vous envoyiez vos expressions de besoin à la banque le plus tôt possible. Hier, quelqu'un de Podor a dit « Mais pourquoi vous ne mettez pas une usine à Podor ?» Mais moi, je suis d'accord pour mettre une usine à Podor. Mais il faut la faire tourner. Et pour la faire tourner, il faut que je puisse vendre le concentré. C'est ce que je voulais vous dire. J'espère qu'avec les autorités, nous trouverons des solutions pour qu'au Sénégal, on puisse continuer à développer la production. Vous êtes le premier à avoir semé de la tomate industrielle en 1968 au Sénégal. On ne savait pas que ça allait se dérouler de cette manière. Vous êtes une fois de plus remerciés. On l'a dit aux plus hautes autorités de ce pays et on continuera à le dire. On continuera à soutenir votre industrie. Parce que c'est le comité est un et indivisible. Merci. Merci, Lors d'une réunion interministérielle au palais présidentiel, Fédior intervient au nom des producteurs qu'il représente. L'année dernière, on avait 50 000 tonnes de tomates industrielles. Cette année, on a produit 110 000 tonnes de tomates industrielles. Tout ça grâce à vous, Monsieur le Président de la République, pour la première fois. La tomate industrielle que nous avons produite cette année va nous permettre de couvrir tous les besoins du pays et nous n'avons plus besoin d'importer du concentré. Je voudrais m'adresser aux producteurs, les remercier de leur confiance. Il y a des choses que nous ne savons pas, mais qu'ils nous le disent. Et nous essayons de trouver les solutions. Quelle sera la solution du gouvernement? Sera-t-elle trouvée à temps? La tomate sénégalaise a un bel avenir devant elle, mais le contexte mondial est tel qu'il est possible d'arrêter de faire de la tomate et de laisser les gens mourir de faim. Pour quelle raison la SOCAS devrait-elle continuer à acheter aux paysans? Car s'il faut jouer la carte de la concurrence, autant se battre sur le même terrain, celui des importations. À Borol, le moment tant attendu est enfin arrivé. Après 6 mois de travail, l'argent est là. Ablaye supervise la répartition des bénéfices parmi les membres du GIE en fonction des quantités de tomates vendues à la SOCAS. Avec une partie de l'argent, les villages fêteront le Gamou en grand. Une fête annuelle qui célèbre l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet. Pendant 3 jours, tout s'arrête. Place au bon temps. Ça va.
C'est le moment des retrouvailles en famille, où ceux qui vivent loin du village rentrent pour l'occasion. C'est le moment aussi des divertissements et des traditions. Quel sera l'avenir de cette communauté? Que deviendraient Ablaye et Mademba s'ils devaient faire les frais d'un autre combat? Pour réussir, il faut de la volonté. Et surtout, il faut y croire. Continue de chanter avec conviction Yandé Kodousen. Matwa